La réunion est lancée. D'accord, merci. Donc, en attendant que tout le monde se connecte, je vais vous partager une information. Là, on va commencer d'ici 1 à 2 minutes, je pense. C'est juste pour vous parler d'une newsletter qui est éditée de façon trimestrielle par Mattel. Donc, ça s'appelle l'Actu Plus. On traite différents sujets. On a traité le sujet des standards IPC. On a traité le sujet de la réglementation sur les batteries, sur les FPGA, sur la cybersécurité. Donc, vous pouvez, pour y accéder, vous connecter sur notre site internet www.mattel.com dans la rubrique Notre savoir-faire et en dessous de Actualité. Donc, il y a Actu Plus, l'Actu Plus. Et également, vous pouvez retrouver les informations sur notre page LinkedIn, notre page entreprise, dans la rubrique Newsletter, où chaque trimestre, nous partageons cette newsletter qui s'appelle l'Actu Plus. Ok, donc c'est 11h01. Je pense qu'on va pouvoir commencer. Bonjour à toutes et à tous. Nous sommes ravis de vous accueillir pour ce webinaire organisé par Mattel. Je suis Nathalie Berger et j'animerai aujourd'hui ce webinaire qui s'intitule « Réussir le développement de son dispositif électromédical, les clés du succès ». Ce webinaire a pour objectif de vous guider à travers les étapes clés du développement d'un DEM. Donc, DEM, c'est dispositif électronique médical, de sa conception jusqu'à sa production, en mettant l'accent sur les facteurs de réussite. À noter que contrairement aux dispositifs électroniques standards, les dispositifs médicaux doivent se conformer à des normes et des réglementations spécifiques, notamment en matière de sécurité, d'efficacité et de traçabilité, afin de garantir la protection des patients et des utilisateurs. Donc l'ISO 13485, nous sommes certifiés depuis de nombreuses années. C'est une norme essentielle pour les sociétés qui fabriquent et qui fournissent des dispositifs médicaux. Cette norme s'assure que les DM répondent aux exigences des clients ainsi qu'aux exigences réglementaires en matière de sécurité et de qualité. On va pouvoir passer au deuxième slide, les bonnes pratiques, avec les micros qui sont fermés, qui seront coupés tout au long du webinaire. Nous vous invitons à poser vos questions par écrit. Au niveau des questions-réponses, on a une équipe avec 2 modérateurs qui vont recueillir vos questions. Il s'agit de Mélina et de Gaspard. Au niveau des réponses pour le support technique, on a 3 personnes. On a Patrick Dansa qui est responsable commercial. On a Laurent Bruno qui lui est responsable des opérations et Françoise Massy qui est responsable qualité. Ce support sera enregistré. Et à l'issue de cette session, nous vous enverrons par mail les liens de la vidéo et le lien de la présentation PPT. On va passer aux intervenants. Merci. Donc, les intervenants aujourd'hui pour nous accompagner sont experts dans leur domaine. Il y aura Guillaume Ayat et Kamel Kolti, ainsi que Cédric Drovin. Donc, je vais les laisser se présenter rapidement en quelques mots. Guillaume, je vous laisse commencer. Oui, bonjour. Je suis directeur technique de la société, excusez-moi, de la société Wave Implant. Je suis aussi directeur de recherche au CNRS et je développe le dispositif dont on va parler aujourd'hui. Merci. Kamel? Bonjour à tous. Donc, je me présente, Kamel Kolti. Donc, je suis basé à ST Microelectronics sur Rousset et je suis responsable technique des produits STM32 pour la région France. D'accord, merci. Cédric? Bonjour, je suis Cédric Drovin, je suis chef de projet depuis 18 ans à Mattel et principalement orienté sur les projets médicaux. Ok, on va pouvoir commencer. Donc, le sommaire. Merci. Donc, concernant le déroulement de ce webinaire, nous commencerons par une rapide présentation de la société Mattel. La suite se divisera en 2 parties. Donc, la première partie qui va durer une trentaine de minutes, qui sera consacrée au développement d'un projet innovant, donc du dispositif électromédical qui a été développé chez Mattel et qui sera illustré par l'exemple de l'OstéoWeb.
et la deuxième partie qui durera une quinzaine de minutes et qui sera dédiée à vos questions. Donc, je vous encourage à les poser dans l'espace prévu à cet effet et ce, tout au long de la présentation, hein, n'hésitez pas. L'équipe qui est en place fera le maximum pour y répondre de manière exhaustive. Voilà, mais on prendra le temps de répondre oralement à la fin. Hein, voilà, et puis ensuite, on reviendra vers vous. Donc, on va pouvoir passer à la présentation de Mattel. Merci. Donc, Mattel est une société dont le cœur de métier est l'électronique. Une cinquantaine de personnes constituent la société avec un gros bureau d'études d'une vingtaine de personnes, un service fabrication-intégration et des personnes en support. Mattel est situé à Moirans, sur l'axe Lyon-Grenoble, donc en région Auvergne-Rhône-Alpes. Et notre expertise réside dans la conception, l'industrialisation et la production série de dispositifs électroniques pour nos clients. Donc, notre expertise couvre toutes les étapes du cycle de vie du produit, conception électronique et conception logicielle, industrialisation et design to cost, production en série, donc on va de quelques centaines de produits à quelques centaines de milliers de cartes électroniques ou de produits par an, et nous assurons la gestion de vie des produits. Tout ça en répondant aux normes spécifiques, aux normes les plus strictes du secteur médical. Et nous adressons nous avons conçu donc des DEM qui vont de la classe 1 à la classe 3 et en logiciel embarqué, les classes A, B et C. Bien sûr, on se conforme au règlement européen, donc la MDR 2017/745. Et pour terminer, j'ai juste oublié de vous dire que nous faisons partie du groupe Into Plus, qui est un groupe français et qui est le leader des machines de marquage industriel. Alors, si tu peux revenir juste sur le slide avant, Gaspard, s'il te plaît. On parlait de nos solutions sur mesure. Donc, nos solutions, c'est concevoir pour fabriquer. Mattel conçoit pour fabriquer, soit de la carte électronique avec son logiciel embarqué, mais de plus en plus des cartes électroniques dans des sous-ensembles. Et aujourd'hui, il y a une très forte tendance. Nos clients nous demandent des produits complets, c'est-à-dire jusqu'à l'emballage final avec la notice d'utilisation et qui peut être livré directement sur la plateforme logistique. Voilà, donc à noter que Mattel est sous-traitant. Donc voilà, si tu peux rester sur cette slide-là, très bien. Nous sommes sous-traitants et nous concevons des dispositifs électromédicaux depuis 1990. Donc nous avons une très forte expérience. Nous sommes audités régulièrement et référencés comme site de production. Voilà. Et également, nous accompagnons nos clients vers le marquage CE. Nous sommes sous-traitants et la responsabilité incombe à nos clients qui, eux, sont fabricants ou fournisseurs pour ce qui est de la mise sur le marché de leurs produits. Donc, on les aide à constituer le dossier pour le marquage CE, mais c'est nos clients qui mettent les produits, les dispositifs électromédicaux sur le marché. Voilà, on va passer aux besoins. Merci. Pour illustrer ce processus aujourd'hui, on va s'appuyer sur un projet innovant qui a été réalisé donc chez Mattel. Il s'agit de l'OstéoWeb, de la société Web Implant. Et je vais laisser la parole maintenant à Guillaume Ayat pour la présentation du déroulement de ce projet. Tu peux appuyer sur le slide suivant. Parfait. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Donc, le contexte de notre innovation, c'est l'implantologie dentaire. Le besoin, comme vous pouvez le voir là, c'est que pour les citoyens de plus de 65 ans, ils ont perdu 18% de leurs dents, hein, donc c'est considérable, et il manque au moins une dent à la moitié des personnes. Donc c'est un marché très significatif, hein, 7 milliards en forte croissance. Et le challenge, c'est qu'il subsiste autour de 10-15% d'échecs qui se produisent quelques mois, quelques années après la chirurgie et qui coûtent aux chirurgiens entre 2 000 et 4 500 € par échec. Alors, la cause très majoritaire de ces échecs
ce sont des problèmes de stabilité implantaire. Hein. Donc, un implant dentaire, en fait, c'est une cheville en métal qui est vissée dans l'os. Et l'os doit repousser autour de l'implant. On appelle ça les phénomènes d'ostéo-intégration. Et les soucis que l'on rencontre, hein, ce sont des problèmes de stabilité, donc de mauvaise repousse osseuse autour de l'implant qui mène à un échec. Alors, c'est ce qu'on adresse, et on adresse ce problème en la prochaine slide, s'il vous plaît. Voilà, on adresse, merci, ce problème en développant un dispositif qui permet au chirurgien d'adapter sa procédure chirurgicale en mesurant justement cette stabilité qui est très importante pour le succès de l'implant. Alors, comment est-ce que ça fonctionne, un implant dentaire, hein, donc j'ai dit que c'était une cheville. En fait, il y a deux grands temps de la chirurgie. Le premier, le temps initial, le chirurgien va venir forer une cavité dans l'os et va venir visser l'implant, donc la cheville. Et puis ensuite, le chirurgien va attendre un certain temps qui est choisi de façon vraiment très empirique, typiquement entre 0 et 6 mois. Il peut y avoir même des mises en charge immédiates, donc on n'attend pas, mais la plupart du temps, on attend à peu près quelques mois. Et le choix de cette période d'attente est vraiment important parce qu'il faut charger relativement tôt parce qu'on sait que lorsqu'on charge, on applique des contraintes mécaniques et donc on va venir stimuler les mécanismes de remodelage osseux et donc autour de l'implant, et donc on va améliorer donc la prise entre guillemets de l'os autour de l'implant. Mais on ne veut pas charger trop tôt non plus, parce que si l'os n'est pas complètement cicatrisé, on peut venir endommager l'interface et ça peut mener à un échec. Donc il y a un besoin de mesure de cette stabilité in vivo, et aujourd'hui c'est très difficile d'obtenir cette information. Alors, dans le process chirurgical, non, on va rester sur la... Voilà, merci. Dans le process chirurgical, il y a 2 temps, comme je l'ai dit, et nous, on va intervenir à ces 2 temps, justement. Donc, d'abord, on va faire une mesure au temps initial, T0, lorsqu'on vient de poser l'implant. Et ça va permettre de savoir si on peut éventuellement faire des mises en charge immédiates ou combien de temps le chirurgien va devoir attendre. Ça, c'est la première chose. Et puis, la deuxième mesure, c'est au moment de la pose de la prothèse, c'est-à-dire de la fausse dent dans l'implant. Et là, en fait, une mesure va être réalisée pour savoir si l'implant est suffisamment stable pour qu'on puisse charger. Alors, il y a un dernier cas d'utilisation du dispositif qui est en phase de maintenance, entre guillemets. Alors, ça ne s'appelle pas maintenance, c'est plutôt surveillance long terme, puisqu'on sait qu'il y a des problèmes de périimplantite qui peuvent se produire et qui se traduisent par une résorption osseuse, au moins au début. Et c'est important de pouvoir les diagnostiquer tôt. Donc, l'idée, ça serait également d'utiliser l'appareil pour détecter ces signes de périimplantite pour pouvoir les traiter. Donc aujourd'hui, il y a des approches empiriques qui sont utilisées. Il y a un dispositif qui est sur le marché, mais qui fonctionne pas bien. Et donc on a eu l'idée de développer un dispositif ultrasonore pour mesurer cette stabilité. Donc prochaine slide, s'il vous plaît. Voilà, donc on est les premiers au monde à avoir utilisé les ultrasons pour mesurer une stabilité d'implant. Et vous voyez le dispositif ici. On a une pièce à main qui contient l'électronique. Et donc, cette électronique a été développée par Mattel. Ensuite, on a une tige que vous voyez ici qui relie en fait l'électronique à une sonde. Alors qu'on voit ici qu'on appelle Probe One. Cette sonde est vissée dans l'implant grâce à un outil de serrage. Et donc, le clinicien va venir visser la sonde, et puis ensuite, on va mettre en contact la sonde avec l'extrémité de la tige pour pouvoir réaliser la mesure. Et parallèlement, on a donc ce petit plateau dans lequel on va mettre la sonde et l'outil de serrage, qui sont des éléments qui sont commercialisés.
Donc la mesure est très rapide, hein, c'est instantané, c'est des ultrasons, donc c'est très rapide. Donc là, le principe de la mesure, c'est que sur la base de la réponse échographique de l'implant, on est capable de déterminer la stabilité, hein, ce qu'on avait déjà validé sur des protos sur animal avant d'avoir développé le dispositif, je dirais, industriel. Prochaine slide, s'il vous plaît. Donc voilà les différents éléments, hein, que vous retrouvez. Donc à gauche, ce sont les parties qui ne sont pas en contact avec le chirurgien, donc parties non invasives. Et puis à droite, les parties en contact avec le patient. Et donc qui doivent être stérilisées via l'autoclave, qui est le process standard de stérilisation dans les cabinets dentaires. Prochaine slide, s'il vous plaît. Voilà, donc comme mentionné, tout passe à l'autoclave, sauf bien sûr l'électronique. Alors l'électronique, on peut utiliser un plastique autour de la pièce à main pour que éventuellement ça soit stérile si le chirurgien doit le manipuler, mais tout le reste passe à l'autoclave. Merci. Merci Guillaume pour votre présentation. Donc je passe maintenant la parole à Cédric qui va nous expliquer le rôle de Mattel dans la conception de ce projet. Cédric. Merci Nathalie. Donc la première étape du développement à Mattel consiste à bien identifier le besoin de notre client et de recenser les éventuelles complexités qu'il pourrait y avoir sur le projet. Suivant les complexités identifiées sur le projet, nous pouvons passer par une ou plusieurs phases de préétude ou de faisabilité qui permettent de trouver des solutions adéquates à ces complexités. Sur le projet OsteoWeb, par exemple, nous sommes passés par 2 phases de préétude avant d'attaquer l'étude. Dès la phase de préétude, un chef de projet est nommé. Il sera l'interlocuteur privilégié du client et le garant de la bonne tenue du projet. Le respect du cahier des charges, la tenue du planning, par exemple. Pour notre client WebImplant, c'est moi qui ai été désigné sur leur projet. Ensuite, une fois que la préétude est terminée et une fois que les conclusions ont été partagées avec le client, nous pouvons passer à l'étape suivante, qui sont les spécifications. Donc la première phase de l'étude est la plus importante et la rédaction des spécifications à exigences, car celle-ci va conditionner tout le développement du projet et notamment la traçabilité, qui est importante dans le médical. Pour pouvoir rédiger ces spécifications, Mattel se base sur le cahier des charges du client, mais aussi et surtout sur l'analyse du risque que nous fournit le client. Mattel peut apporter son expérience en support pour la rédaction des analyses de risque et du cahier des charges dans le cas où le client n'a pas les compétences pour le faire. C'est aussi dans cette phase-là que les exigences réglementaires sont abordées et que la liste des normes applicables du produit est définie. Une fois ces exigences rédigées et validées par le client, on passe à l'étape de la conception. La conception à Mattel peut être divisée en 3 développements. Le développement logiciel, le développement électronique, qui sont tous deux réalisés en interne à Mattel, et le développement mécanique, qui peut être soit réalisé en interne, soit en externe avec des partenaires. Tous ces développements peuvent impliquer plusieurs personnes suivant la complexité du projet. Sur le projet OsteoWeb, par exemple, le logiciel électronique ont été réalisés en interne, mais la partie mécanique a été sous-traitée à un partenaire. Pour tous les développements que nous effectuons en Mattel, on peut s'appuyer sur des logiciels tiers reconnus et efficaces, ainsi que sur des logiciels développés en interne. Mon rôle en tant que chef de projet, c'est de coordonner ces 3 développements, tout en garantissant le respect des exigences et l'enregistrement de toutes les étapes, jalons, documents dont le projet a besoin. Je suis le garant en fait de la qualité du projet. Pendant cette phase, des échanges réguliers entre Mattel et le client sont indispensables, car un projet nécessite toujours des ajustements ou des évolutions en cours de route. Ce fut le cas lors du développement de ce projet-là, où de nombreux échanges entre les équipes Mattel et les équipes WebImplant ont permis de faire évoluer les exigences pour rendre le produit beaucoup plus performant. C'est aussi pendant la conception que les contraintes de l'industrialisation sont prises en compte.
La conception se termine ensuite par la livraison de prototypes au client ainsi que la livraison des documents de conception. Une fois la conception terminée, 2 phases se déroulent en parallèle. Une phase de vérification effectuée par Mattel qui permet de vérifier que le produit est conforme aux exigences de conception. Et une phase de validation effectuée par le client qui permet de valider que le produit répond aux besoins réels du client. Pendant cette phase, on effectue des effets de préqualification, CEM, sécurité électrique, radio ou autres, qui peuvent être réalisés soit en interne, soit par des labos pour vérifier le respect des exigences normatives. Si cette phase ne révèle aucun problème, des essais de qualification sont effectués et le dossier de conception est finalisé. Sinon, on peut repasser de nouveau par une étape de conception, puis de vérification-validation. Une fois que le dispositif a été qualifié, que le dossier de conception est terminé, on passe à la partie industrialisation. La partie industrialisation consiste à la rédaction d'un dossier de fabrication, notamment la rédaction du DMR, à la mise en place d'un processus de fabrication avec identification des procédés spéciaux s'il y en a, et la qualification de ceux-ci, à l'identification des sous-traitants critiques ainsi que leur qualification et évaluation, et au développement, bien sûr, des moyens de test et à leur validation. Programme de test, banc de test, tous les rapports de traçabilité, libération de l'eau, etc. Voilà. Et pour ce qui est des composants, nous travaillons avec des fournisseurs de confiance, notamment ST Microelectronics. Et je vais passer maintenant la parole à Monsieur Colty. Ok, merci. Merci beaucoup. Tout d'abord, avant de commencer, je tenais à remercier Mattel pour l'invitation de ce webinaire. Ça permet de mettre en évidence des produits ST dans des cas d'usage réels et spécifiquement dans le domaine du médical, dans le cas présent. Donc Mattel est partenaire programme. Quelques mots sur la société ST Micro pour les non-connaisseurs. Donc on est société de fabricant de produits semi-conducteurs. On a à peu près 50 000 employés dans le monde avec plus de 9 000 centres R&D. On a aussi des sites vente et marketing qui sont un peu éparpillés dans le monde, hein. Donc on fournit beaucoup. Et le CEO, c'est Jean-Marc Chéry, qui est un Français, qui est responsable de cette société-là. Donc on a un petit chiffre d'affaires de 13,3 milliards en 2024. Et puis l'avantage de ST, c'est que nous fabriquons nous-mêmes nos produits. Donc ce qui est très important, et surtout en ce moment dans ce monde, la situation géopolitique. Voilà, slide suivant. Donc voilà, brièvement, ce sont les sites principaux pour les composants digitaux en France, et spécialement pour le G4 qui compose le produit du Wave Implant. Donc voilà, donc on a les sites front-end et back-end qui sont en France, hein. Donc le front-end qui est à Crolles, Rousset et à Tours. En Italie aussi, site important, à Gratte, Catagne. Et on a le back-end, donc ce qui consiste le package dans les autres pays. Voilà. Slide suivant. Donc STM32, donc STM32 est une brand qui est extrêmement connue maintenant chez ST Microelectronics. Donc on est numéro 1 mondial, hein. Ça a été reconfirmé cette année sur la famille des MCU. Donc tout ce qui est 32 bits microcontrôleurs, donc c'est les fameux STM32, dont un compose le produit de chez Wave Implant. Voilà. Les produits STM32 sont composés en 5 catégories. Donc, il y a les produits wireless, Bluetooth, LoRa, Zigbee, qui composent la famille STM32. Les produits ultra low power, donc tout ce qui est produits microcontrôleurs pour batterie, power devices à base de batterie où la consommation électrique est très importante. Les produits mainstream, tout ce qui est mainstream où il y a un peu de processeurs signaux et motor control, les produits high perf, hein, qui demandent beaucoup de calcul et des CPU assez gros, et les MPU à base de Cortex-A. Ce slide présente brièvement les 5 catégories de produits, hein, dont le G4 qui fait partie de la famille mainstream. Donc c'est le produit qui a été sélectionné par Mattel
pour composer ce produit de chez Wave Implant. Donc c'est un produit que je vais décrire rapidement sur les prochains slides. Pardon, je termine juste sur ce slide-là. Ce qui est important, c'est que STM32 essaie de couvrir le maximum de cas d'usage, hein, que ce soit du MPU à base de Cortex-A jusqu'aux petits produits ultra low power avec le U0 ou le STM32 U3 dans la catégorie ultra low power, et aussi dans le monde du wireless, qui sont des produits très importants en ce moment dans le monde connecté où on est. Voilà, slide suivant. Alors, le G4, brièvement, je ne rentrerai pas dans les détails parce qu'il faudrait plus que 6 minutes pour présenter le G4. Mais le G4 est un très bon choix, spécialement pour ce genre de produit où il y a besoin d'avoir de la vélocité côté microprocesseur. Donc, on a un microprocesseur qui compose ce système on-chip, hein, qui est ce microcontrôleur qui est cadencé à 170 MHz. On est aussi, on est très riche aussi en niveau analog digital converter, DAC aussi, qui compose le G4. On a aussi des timers de haute résolution qui composent ce STM32G4. On apporte aussi de la sécurité. Donc la sécurité est un domaine qui est très important, surtout en ce moment avec les nouvelles régulations telles que le CRA, hein, le Cyber Resilience Act, qui va devenir une norme là dans quelques années pour les produits connectés et non connectés, hein, je tiens à préciser. Ce produit aussi a la possibilité d'avoir une connexion USB type C, de type Power Delivery. Donc aussi, on amène une certaine robustesse sur les I/O et du côté G4. La functional safety, hein, tout ce qui est SIL et classe B au niveau des packages et au niveau du test. Et une interface FDCAN, d'accord, avec 3 instances. Alors oui, effectivement, ce slide est aussi intéressant. C'est pourquoi le G4 est très intéressant, c'est au niveau du coût, hein. Bien évidemment, comme on intègre le maximum d'éléments tels que les DAC, les filters, les sensors de température, la RTC, la clock, la partie analogue, bah, du coup, bah, effectivement, pour le client, c'est un gain de coût, et ça aussi, ça réduit l'occupation au niveau du PCB. Les différentes applications, hein, brièvement, du G4, hein, qui composent ce produit. Donc, ça peut être autour du motor control, comme tout ce qui est home appliances, les e-bikes, les petits scooters électriques. Aussi dans le monde de l'industriel, hein, du fait de ses caractéristiques techniques, hein, du CPU, du real-time, des advanced timers. Hein, c'est tout ce qui est équipement industriel. Aussi dans le high-end consumer. Ça peut être dans les drones, dans les jouets, et ainsi de suite. Donc, du fait de sa richesse au niveau de la connectivité et de l'USB type C, Power Delivery. Et aussi un domaine qui commence à être très, très important, surtout avec l'avènement de l'IA, qui demande beaucoup de puissance de calcul et des serveurs. Hein, en ce moment, c'est la tendance. Donc, aussi, on est là pour aussi tout ce qui est gestion digital power au niveau des serveurs. Brièvement, un overview, hein, sur les différentes boards que compose le G4. Hein. Donc ST fournit des composants, mais fournit aussi des boards de développement pour aider les ingénieurs, les compagnies à développer leurs applications à moindre coût, parce qu'on a de la board de Nucleo, des evaluation boards à $333, des boards avec des cas d'usage très spécifiques, tels que le motor control pack, et tout ce qui est board qui permettent de simuler et de gérer des applications pour le digital power. C'est des boards qu'on a préparés, qu'on appelle le Discovery Kit. Voilà. Slide aussi important, hein. Là, on parle beaucoup d'hardware, mais il faut comprendre qu'il y a beaucoup de software, hein, spécialement sur ce genre de produit, qui demandent beaucoup d'intelligence, hein. Donc, pour cela, on accompagne nos clients avec la mise en disposition d'un écosystème qu'on appelle Cube, qui compose un outil CubeMX, qui permet de générer son code automatiquement. Donc, ça, c'est très bien. Donc CubeMX. On a aussi des IDE, hein, ce qu'on appelle les Integrated Development Environment en anglais, qui permettent de développer, de coder et de compiler. Donc ce sont des IDE avec des partenaires tels que IAR ou ARM.
Et pour finir, hein, il faut bien mettre ce code et ce binaire au final dans le produit. Hein. Et pour cela, on utilise un outil qui s'appelle le STM32 Cube Programmer pour flasher directement dans la cible. Voilà. C'était la présentation du G4. Merci. Merci à toi, Kamel. Je vais reprendre la parole. Donc, maintenant que nous avons exploré les différentes étapes de la conception du produit, je vais laisser Cédric nous dire où nous en sommes actuellement sur l'OstéoWave. Alors sur le projet OstéoWave, nous sommes actuellement dans une phase de fabrication d'une pré-série dans le but de réaliser les essais de qualification sur cette fin d'année. Donc nous arrivons petit à petit à la fin du projet. D'accord. Merci. Alors, nous arrivons à la fin de cette première partie. L'équipe de Mattel donc remercie chaleureusement Guillaume, Kamel et Cédric pour leurs présentations qui ont été instructives. Avant d'ouvrir la séance des questions-réponses, je souhaite partager avec vous, voilà, juste sur le slide suivant, une information complémentaire. Donc, vous pourrez nous rencontrer, c'est la semaine prochaine à Lyon, au CIDO, les 17 et 18 septembre prochains. Nous serons sous pavillon ST Microélectronique, comme toutes les années, et nous exposons sur le stand O312. Donc, on sera ravis de vous accueillir si vous passez pour échanger avec vous. Au niveau des questions-réponses, nous allons passer, voilà, questions-réponses. Donc, je vais, alors, sur la première question, je vais juste regarder au niveau des questions. Donc, Patrick, je pense, Patrick, donc, qui est notre responsable commercial, est-ce que tu peux répondre à la question, peut-on réduire le temps de développement d'un dispositif électromédical? Bonjour à tous. Ouais, c'est une bonne question. Ouais. Et donc, en fait, la réponse est assez complexe, en fait. Déjà, le développement d'un dispositif médical, ça comporte 3 volets, qui sont d'un côté un volet purement médical, sur lesquels nous avons peu de capacité à gagner du temps. Le deuxième volet, c'est plus un volet ingénierie. Et le troisième volet, c'est la partie industrielle. Donc, aujourd'hui, plutôt que de parler de gagner du temps, je pense qu'on va plutôt parler d'éviter d'en perdre. Et surtout, d'éviter de perdre du temps en faisant des marches arrière tardives. Donc, pour tout ça, l'important, c'est de pouvoir anticiper. C'est le terme le plus important, c'est l'anticipation. Et donc, l'anticipation, pour nous, elle peut se faire à 3 niveaux. Déjà, par la mise en œuvre d'un processus de développement bien jalonné et bien planifié, et l'identification le plus tôt possible des caractéristiques clés, des normes et des événements redoutés de sécurité qui sont liés au dispositif médical. De façon à ne se focaliser que sur l'essentiel et éviter de perdre du temps sur des solutions qui n'en sont pas vraiment. Le deuxième point sur lequel on peut travailler, c'est une validation rigoureuse et la plus exhaustive possible des produits qui sont issus du développement, de façon à ne pas rencontrer, je dirais, plus tard des défauts dans la vie série. Et enfin, le dernier point sur lequel on peut agir, c'est la phase d'introduction du nouveau produit en production. C'est toujours une phase qui est délicate. Donc là, on a un processus très rigoureux qui nous permet d'introduire ces nouveaux produits en production avec une anticipation, une identification des moyens de production le plus tôt possible. Cédric en a parlé tout à l'heure, dès les phases de conception. On a aussi des mises en stock initiales de composants. Il y a des composants des fois qui sont à longue durée d'approvisionnement, cela il faut les anticiper. Et puis enfin, c'est une qualification rigoureuse des moyens pour s'assurer qu'une fois qu'on part en production, en fait, les moyens de production sont efficaces et ne présentent pas de défauts qui pourraient survenir plus tard. Donc voilà un petit peu
pour la réduction des temps. Donc, effectivement, réduire les temps de développement, c'est compliqué et ça se fait que par l'anticipation, en fait. Ok, oui, il y a une autre question qui est toujours dans la même lignée, c'est pouvez-vous donner les délais pour les différentes phases de développement du produit? Donc là aussi, c'est une question compliquée parce qu'en fait, on a une énorme diversité de produits et les délais aussi sont très variables. Suivant la classe du dispositif médical. Je rappelle qu'il y a 4 classes, hein, de la classe 1 à la classe 3, suivant la criticité du produit. Effectivement, un produit qui est destiné à soutenir la vie des patients, eh ben, on y passera beaucoup plus de temps qu'un dispositif de classe 1 qui est là juste pour faciliter la vie des gens. Donc ça, c'est le premier point qui va changer les délais. Ensuite, il y a la complexité même du produit, hein, suivant qu'il va y avoir plus ou moins de fonctions dans le produit, du logiciel ou pas, de la mécanique. Donc ça peut être très long. Donc si on devait donner des chiffres, on dirait pour un dispositif très simple, ça pourrait aller de 9-12 mois, sans un dispositif purement électronique, sans logiciel ou très peu de logiciel, jusqu'à sur des composants, enfin sur des produits sur lesquels on travaille déjà, on peut avoir plusieurs années de développement en fait. Il faut bien voir que les différents volets dont je parlais tout à l'heure, hein, volet médical et ingénierie, sont imbriqués, c'est pas des phases qui sont successives. Quand on doit intégrer une étude clinique, un essai clinique dans une phase de développement, tout de suite, on parle de mois d'attente des résultats, en fait, souvent. Donc, je ne sais pas si j'ai bien répondu à la question, mais voilà, le délai, c'est quelque chose d'éminemment variable et qu'il faut traiter au cas par cas, en fait. Oui, exactement. Oui, c'est clair. Une autre, la question qui tourne, enfin qui est dans le même ordre d'idées, c'est est-ce possible d'avoir des fourchettes de coûts et de temps pour un tel projet? Là, une fourchette sur les projets en général, le coût Ouais. est lié au temps aussi, hein. Voilà, tout à fait, hein, c'est éminemment variable. Là, on a s'attaquer à des cas concrets, hein. Je dirais là, on est sur des coûts qui peuvent aller très très loin, suivant les difficultés du projet, en fait. Ouais, tout Donc, à fait. là, je peux pas donner de valeur, en fait. Ouais. On aurait, en termes de questions, j'aurais peut-être plus une question. Est-ce que Françoise est connectée? C'est peut-être Françoise qui pourrait répondre. Oui, je suis là. Ah, Françoise, je ne te voyais pas. Nous avons parlé de conception d'un dispositif électromédical. Est-ce que vous pouvez donner des détails sur la phase de plus production, notamment en ce qui concerne les fournisseurs et la qualification? Bonjour. Donc, au niveau de la fabrication des produits, il y a plusieurs choses qui sont importantes. Déjà, il faut avoir un dossier de fabrication, donc ce qu'on appelle un DMR, Device Master Record, qui soit très bien défini. Donc, ça, c'est une donnée qui est issue de la conception et de l'industrialisation. Donc, on va définir tous les éléments nécessaires à la fabrication, y compris les outils et les besoins en personnel qui doivent être formés. Voilà. Donc, la première chose, effectivement, c'est d'avoir un DMR qui soit le plus exact possible. Voilà. Donc, ensuite, dans ce DMR, on va donc définir des produits à acheter, des fournisseurs qui seront aussi nos sous-traitants. Et donc, il va falloir qualifier ces fournisseurs. Et donc, on va faire une qualification des fournisseurs sur tout ce qui est composants critiques. Donc, les composants critiques, c'est les composants qui sont importants pour le produit, qui vont avoir une influence sur la performance et la sécurité du produit. Et donc, cette liste de composants critiques, elle est définie conjointement entre le client et Mattel.
Donc, une fois qu'on a identifié tous ces composants critiques, ça va nous donner une liste de fournisseurs critiques. Et donc, avec ces fournisseurs critiques, on va faire une recherche. Donc ça, c'est au moment de la conception. Et ensuite, va falloir qualifier ces fournisseurs et les procédés qui sont associés dans le cas de sous-traitants. Et ensuite, il faudra les suivre, les évaluer de façon à être sûr qu'ils sont toujours au même niveau de performance attendu. Voilà. Et ensuite, donc, une fois qu'on a identifié notre dossier, les fournisseurs qui vont bien, il faut qualifier les processus de fabrication. Donc, Cédric a parlé tout à l'heure de procédés spéciaux. Donc ça, c'est les procédés qu'on ne peut pas vérifier sans abîmer le produit, sans détruire le produit. Donc, il faut lancer toutes les phases de qualification sur ces procédés spéciaux. Voilà, donc ça peut se faire aussi bien à Mattel, quand c'est des produits qui sont fabriqués à Mattel, et quand c'est des produits qui sont sur des phases qui sont sous-traitées, à ce moment-là, c'est une qualification qui est faite par le sous-traitant, mais Mattel en garde la maîtrise. Voilà, j'espère avoir répondu aux questions. Ok, merci Françoise. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Juste, j'ai oublié de vous dire qu'on vous propose un rapide sondage là en direct dans Teams pour savoir si ce webinaire a répondu à vos attentes. Donc, si vous pouvez, la réponse est simple, hein, c'est oui ou non. Est-ce que c'est OK, pas OK? Voilà. Au niveau des autres questions, j'en vois pas d'autres. Je ne sais pas si vous aviez encore. Donc, de toute façon, si les questions ne vous viennent pas tout de suite, on y répondra avec plaisir un peu plus tard. Vous avez nos coordonnées, donc on est à votre disposition. Voilà, je regarde juste. OK, le sondage, Dominique me dit qu'il ne voit pas le sondage, donc je ne sais pas si Mélina, voilà, le sondage apparaît. On arrive à la fin de ce webinaire. Nous arrivons donc à la fin de ce webinaire et je tiens à remercier tous les participants et plus précisément Guillaume Camel et Cédric pour leur participation aujourd'hui. Également, les équipes de Mattel vous remercient pour votre présence tous. Nous espérons que ce webinaire aura été instructif et nous serons ravis de vous revoir lors d'un prochain numéro. On reste à votre écoute. Pour toute nouvelle question ou toute nouvelle demande, vous avez nos coordonnées qui s'affichent et puis on vous enverra comme convenu les liens, le lien de la vidéo et du PowerPoint. Voilà, je vous dis au revoir et à bientôt. Merci.